nous devons nous calmer dans nos déclarations après la course. C'est ce qu'a dit Vasseur en se référant à Lewis Hamilton et il a également ajouté. Nous reviendrons plus fort lors des 2 prochaines courses au Qatar et à Abu Dhabi et nous verrons. Mais Vasseur, selon moi, a une vision un peu déformée de la réalité en ce moment, car Ferrari traverse une période très difficile. Nous venons du double abandon au Brésil, d'une course anonyme de Ferrari à Las Vegas, avec la 8e place de Hamilton, après la disqualification des McLaren, la 4e place de Leclerc. Mais les gars, soyons clairs, on attendait une meilleure performance de Ferrari à Las Vegas. Nous avions dit que parmi les dernières courses, c'était celle où elle était la plus favorisée, si l'on veut, pour se battre au moins pour le podium. Et cela ne s'est pas produit. À mon avis, Vasseur essaie de sauver ce qui ne peut pas l'être, comme il l'a fait cette saison. Et nous devons regarder d'autres déclarations qu'il a faites lui aussi. Voyons les déclarations de Hamilton. Nous devons reparler de McLaren, sinon on va manquer les mises à jour concernant l'usure du plank à la lumière des dernières courses et en vue des prochaines. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Nous traitons toutes les nouvelles sur le thème de la Formule 1 et Ferrari. Je vous remercie de tout cœur pour tout le soutien dans les commentaires. Tout d'abord, voyons les déclarations de Vasseur qui a dit ces phrases. Ce mot, il a dit « La saison de Ferrari n'est pas un drame ». C'est-à-dire, selon moi, on ne peut pas dire une telle chose après une saison où Ferrari, maintenant je vais vous montrer aussi dans cet article très intéressant, a dit « Ferrari est l'une des pires. C'est l'une des pires saisons de tous les temps. » Moi aussi, je suis d'accord avec cet article dans le sens où je ne suis pas d'accord avec Vasseur, mais selon moi, c'est l'une des pires car elle a 0 victoire. C'est la première depuis 2021 où il n'y a pas de victoire dans une saison. L'un des 2 pilotes n'est jamais monté sur le podium, Lewis Hamilton, et cela ne s'était pas produit depuis 2014. Double disqualification en Chine, ce qui est un événement historique pour l'équipe car c'est la première fois que les 2 pilotes sont exclus simultanément du même Grand Prix. C'était le premier cas où nous avons vu une exclusion en raison de la consommation du plank. C'est le pire résultat de l'ère hybride, à l'exception de 2020, évidemment pour des raisons évidentes. Cela se réfère au moteur interdit en 2019, qui était présumé irrégulier. Malgré cela, Vasseur essaie de défendre l'équipe en disant que ce n'est pas la pire saison de Ferrari. Mais on plaisante, ce n'est pas un drame. Selon moi, cette saison est un drame absurde pour Ferrari, aussi parce qu'il faut prendre en compte les déclarations avant le début de la saison. Il voulait se battre pour le titre, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que Ferrari pour le titre cette année. Hamilton lui-même s'y attendait. Et puis tu as donné à un septuple champion monde une voiture qui ne tenait pas la route, qui était imprécise, qui avait un sous-virage et qui l'a encore incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une saison qui n'est pas un drame quand on obtient de tels résultats. Il faut admettre, selon moi, ses propres torts, admettre que Ferrari n'a pas répondu aux attentes. C'est une saison très dramatique objectivement, c'est une saison catastrophique, on peut dire, de Ferrari. Car pour une équipe historique qui dans le passé était habituée à gagner, il y a de nombreuses années, bien sûr c'est une saison vraiment décevante. J'espère que Hamilton réussira à ramener la victoire et à se battre pour le titre. Car ensuite, on ne s'attend même pas à ce que Ferrari remporte le titre. Mais l'important est de se battre pour le titre. Car après, si tu fais quelques saisons où tu es proche du sommet, tôt ou tard, tu gagnes le titre. C'est un peu ce que McLaren a fait aussi. Elle est arrivée près de Red Bull et a ensuite réussi à remporter le titre des constructeurs l'année dernière. Et nous verrons aussi comment cela se passera cette année pour le titre des pilotes. Mais le point est que tu ne peux pas décrire une telle saison de cette manière. Aussi parce que tu n'es pas pris au sérieux par ceux qui te suivent de près. Et je veux aussi me connecter ici aux paroles de Lewis Hamilton. Maintenant, nous allons le voir ensemble, car Hamilton veut reconstruire le cycle de la Ferrari de Schumacher de l'époque. Et nous nous souvenons aussi de la Ferrari de Schumacher de l'époque. Elle a eu quelques années où elle a dû reconstruire l'équipe. Rory Byrne, Ross Brown, Jean Todt sont arrivés, qui ont ensuite construit l'équipe gagnante, qui a réussi à marquer l'histoire chez Ferrari. Voilà. Selon moi, Hamilton veut répliquer les saisons que Schumacher a ensuite faites chez Ferrari et nous verrons s'il y parviendra. Mais à ce jour, la situation est dramatique et avoir donné une telle voiture à un septuple champion du monde est selon moi presque une insulte. Hamilton a toujours été habitué à conduire des voitures précises, parfaites. Nous nous souvenons de la Mercedes, la V10, la V11, une voiture qui a une charge aérodynamique incroyable. Et maintenant, il se retrouve à lutter à l'arrière avec une voiture qui a du mal à tourner. En parlant aux médias, Vasseur a expliqué « Tu connais parfaitement le système » en parlant avec le journaliste. La télévision 5 minutes après la course, quand la course est dure, c'est très dur pour eux. C'est-à-dire dans le sens où il est difficile de faire des déclarations à la télévision quand tu fais la course et que tu es interviewé 5 minutes après.
Je comprends parfaitement l'adrénaline, l'émotion et un commentaire un peu dur à ce stade du week-end, et je dirais que c'est normal. Donc en ce moment, il comprend la position de Hamilton. Mais je ne sais pas si normal est le bon mot. Il ajoute aussi après, mais je préfère que les pilotes soient très ouverts à la fin de la course lorsqu'ils n'ont pas fait un travail parfait, lorsque la voiture n'était pas en état. Et jusque-là, nous y sommes. Jusque-là, je suis d'accord avec Vasseur. C'est-à-dire qu'il est juste que les pilotes donnent leur avis, qu'ils se prononcent si la voiture est bonne ou non, et qu'ils le disent ouvertement aux fans. Et l'aspect important de l'interview de Vasseur est ce qu'il dit. Maintenant, le plus important n'est pas ce qu'ils disent à la télévision en se référant à Lewis Hamilton, mais ce qu'ils font le lundi matin avec l'équipe pour essayer de faire mieux, pour pousser l'équipe à faire mieux, aussi pour les prochaines courses. Et c'est là la tâche des pilotes plus que les déclarations qu'ils font aux médias. Et sur cela, nous y sommes. Mais on ne peut pas non plus minimiser ce que la saison a été, car la saison a été dramatique et lui, Vasseur, l'a dit. Il est vrai que d'un point de vue mathématique, les 2 derniers week-ends ont été très difficiles avec le Brésil retraité qu'en se référant à Lewis Hamilton et même Leclerc et le Mexique pénalisé et tout le reste. Le week-end d'Austin, excusez-moi, a été le meilleur pour Hamilton en termes de performance pure et Hamilton avait dit à Austin à retrouver plus de performance par rapport à d'autres courses. Mais il est également vrai que Ferrari a manqué de performance tant au Brésil qu'au Mexique et donc cela est à souligner dans le sens que oui, à Austin, Hamilton a également fait la différence en parvenant à être là en termes de performance avec Charles Leclerc. Et nous devons nous en tenir au même. Au Brésil et au Mexique, la voiture a manqué, c'est-à-dire que la Ferrari n'a pas été là. Et nous avons vu cela aussi à Las Vegas, c'est-à-dire que la performance de la monoplace n'était pas là, alors que tous les autres avaient trouvé une bonne performance, un bon réglage. Je pense aussi à Las Vegas où la Ferrari, eh bien, tout le monde a dit qu'elle avait un réglage sec. Elle a abordé les qualifications avec un réglage sec quand les qualifications étaient mouillées. Mais les autres ont fait la même chose si on veut et sont allés nettement mieux. Alors, comment est-ce possible? Leclerc s'est beaucoup plaint de la conduite. Il a dit que la monoplace qu'il a conduite à Las Vegas, en particulier lors des qualifications, était embarrassante car elle ne tenait pas la route, continuait à bloquer, était difficile à conduire. Donc minimiser une saison aussi dramatique de Ferrari, à mon avis, est une erreur. Il faut admettre ses propres torts et dire « Les gars, ici, nous avons tout gâché cette année avec le projet et nous sommes désolés de ce que vous voyez sur la piste, car ce n'est pas digne de Ferrari, ce n'est pas respectueux envers Ferrari. Essayons de mettre fin à ce désastre le plus tôt possible et pensons à 2026. Essayons de reconstruire l'équipe à partir de 2026. » Il est vrai qu'on dit chaque année, pensons à l'année suivante. Mais en ce moment, il faut vraiment une refondation et essayer de donner de la continuité aux personnes qui le méritent dans le projet Ferrari. C'est fondamental. Et cela dit, parlons aussi de la question McLaren car de nouvelles données ont émergé. En fait, je vais d'abord montrer cette déclaration ici. Après le Grand Prix au Brésil, il y a des rapports d'équipes qui se plaignaient à la FIA d'une, disons, consommation excessive du fond du plank et pour cette raison, nous avons vu la disqualification de McLaren à Las Vegas et ils seront donc surveillés de très près également au Qatar. Donc attention à la hauteur de caisse de la McLaren au Qatar car elle sera surveillée. Et une analyse très intéressante a également émergé faite par ANE, je vais la montrer, qui nous rapporte les données du Mexique. Voici la télémétrie du Mexique et une comparaison est faite entre Lando Norris et Piastri et cela nous montre tous les tours de Norris et Piastri dans l'ordre et on voit que dans la partie finale du Grand Prix, ils ont eu l'occasion de gérer le rythme si l'on veut et la théorie dit que dans les 50 derniers tours, du 50e au 60e tour, ils ont limité la vitesse de pointe de la McLaren à 11 000 tours par minute et sur la ligne droite principale, on voit en effet que la vitesse est limitée par rapport au tour précédent et cela parce qu'ils ont essayé de limiter la vitesse pour consommer moins le plank du fond et donc rester dans les limites minimales autorisées par la fédération concernant l'usure du fond. Et cela peut être une justification valable dans le sens où lorsque vous allez à grande vitesse, évidemment vous consommez plus le plank car il frappe plus contre l'asphalte. Et étant donné qu'il y a aussi un porpoising plus élevé à grande vitesse, je pense aussi à la ligne droite du Mexique qui est une très longue ligne droite, il est possible que si vous avez un avantage considérable par rapport à la voiture derrière, dans ce cas, nous parlons aussi de Leclerc qui était très loin dans la course du Mexique, dans ce cas, c'est-à-dire qu'il n'était pas un danger pour la McLaren, alors ils ont essayé de gérer le rythme en limitant la vitesse de pointe et en consommant moins le plank. Et donc, ils sont restés dans les limites autorisées par la fédération.
Et ici, il y a un point très important. En fait, ils ont abaissé la monoplace dans les dernières courses pour essayer d'obtenir plus de performance des canaux Venturi. Pourquoi? Pourquoi Red Bull est revenu dans la course au titre avec Verstappen? Nous savons que Red Bull a continué à développer la monoplace lors des dernières courses et nous savons qu'il y a également eu une discussion entre les différents chefs d'équipe qui ont fait leurs déclarations. Certains pensent davantage à 2026, d'autres ont envisagé de développer la voiture jusqu'à la fin de l'année. Et parmi ces derniers, il y a Red Bull qui a décidé de développer la monoplace jusqu'à la fin de 2025 en continuant d'apporter des mises à jour. A l'inverse, McLaren avait déjà décidé lors de la pause estivale d'interrompre les mises à jour en 2025 car elle avait constaté un avantage considérable par rapport à ses adversaires. Mais cela s'est révélé être une arme à double tranchant car après Red Bull a rattrapé McLaren et donc McLaren, voyant la menace de Red Bull se rapprocher lors des dernières courses, a décidé d'abaisser la monoplace, d'abaisser la hauteur du fond et donc de développer plus d'appui par les canaux Venturi, mais en prenant plus de risques sur l'usure du fond de la planche. J'espère avoir été clair car c'est un point crucial de l'analyse. Si McLaren était restée forte et avait continué à apporter des mises à jour durant cette saison 2025, elle n'aurait probablement pas eu besoin d'abaisser la monoplace et de risquer autant sur la consommation de la planche. Donc si l'on veut, la décision de McLaren de miser tout sur 2026 et d'arrêter les mises à jour si tôt. C'est une décision qu'elle n'aurait pas dû prendre, dans le sens où elle l'a prise très à la légère et presque de façon irresponsable, j'oserais dire, alors que pour Ferrari, c'est compréhensible de prendre cette décision. Ferrari a pris la même décision que McLaren de miser sur 2026 à mi-saison. Mais Ferrari peut se le permettre car elle a une saison à oublier. C'est-à-dire que Ferrari a fait une saison avec, comme nous l'avons dit précédemment, 0 victoire et un pilote qui n'est jamais monté sur le podium. C'est-à-dire une saison qui est déjà vouée à l'échec. Voyons s'ils parviendront à décrocher la 2e place des constructeurs. Mais j'en doute désormais avec une Mercedes en si bonne forme. Donc, il est logique que Ferrari pense davantage à 2026, mais McLaren, qui avait le titre des constructeurs à gagner et qui a réussi à le gagner, mais tu as le titre des pilotes ouverts, tu ne peux pas te permettre d'interrompre les mises à jour à mon avis, et c'est là qu'ils ont fait erreur, parce qu'ils ont sous-estimé Red Bull, et tu ne peux pas sous-estimer Red Bull, qui est l'équipe qui a dominé ces dernières saisons. Je tenais à faire cette parenthèse, car elle était également importante pour introduire le prochain sujet, eh bien la lutte interne chez McLaren. En effet, Jos Verstappen est intervenu et a déclaré « Nous voyons une nette différence entre les deux McLaren en piste et leur comportement dans les virages. L'une drift, l'une glisse beaucoup, l'autre au contraire reste stable et immobile. Celle qui dérape fait évidemment référence à la monoplace de Piastri, tandis que celle qui reste stable est celle de Norris. Donc, Jos Verstappen sème un peu la zizanie chez McLaren en disant qu'il y a une différence de traitement entre les deux pilotes, entre Norris et Piastri. Et ce n'est pas la première fois que cela émerge. Nous avons également entendu de nombreux autres journalistes souligner qu'il y a une différence de traitement chez McLaren entre le pilote anglais et le pilote australien. Car Norris, étant anglais, étant le pilote qui est là depuis plus longtemps chez McLaren, est le chouchou de l'équipe et celui qu'il préfère en interne. Jos Verstappen a touché un nerf à vif, disons un talon d'Achille de McLaren, à savoir la rivalité interne, qu'ils ont essayé de défendre avec les règles papaya pour préserver l'équité interne de l'équipe et dire « Nous sommes équitables et nous cherchons à faire le mieux pour McLaren. Donc nous faisons passer le bien de l'équipe avant celui des pilotes, car la chose la plus importante est le bien de l'équipe, pas celui des pilotes. » Et en ce moment, Jos Verstappen affirme que Norris a une voiture plus stable que celle de Piastri depuis plusieurs courses. Il dit oui, depuis les Pays-Bas et en particulier depuis Singapour, après l'incident, il y a eu un net favoritisme en faveur de Norris et cela se voit également dans les résultats en piste où Norris a certainement fait mieux lors de la dernière course. Comment Andrea Stella le justifie-t-il? Andrea Stella, que Piastri est moins à l'aise avec la monoplace par rapport à Norris. Car lors des dernières courses, nous avons vu des conditions un peu instables, dans le sens où nous avons vu la piste froide plus glissante et Norris s'adapte mieux à ces conditions lorsque l'adhérence manque. Mais sommes-nous sûrs que ce ne sont que les conditions ou que le choix des réglages favorise également Norris, plutôt Piastri? Ou peut-être que c'est Piastri lui-même qui manque un peu de clarté mentale, ce qui a toujours été son point fort, et qu'il vient d'une série de résultats négatifs. Nous nous souvenons également des erreurs commises à Bakou, de nombreuses erreurs commises à Bakou avec de nombreux virages mal négociés.
Nous nous souvenons de quand il était allé dans le mur pratiquement au premier tour. Voilà, ce sont des erreurs qu'un champion du monde ne peut pas se permettre de faire. Une autre chose, je voulais parler et aussi de la disqualification de McLaren. En fait, beaucoup disent que cela pourrait être aussi le choix des plaques en titane qui se sont réchauffées. Et donc cela disons, va à étendre la plaque en titane et permet d'avoir ainsi une monoplace plus basse, mais qui consomme moins le planck. Ces rumeurs ont suscité de nombreux avis contrastés. Il y a également eu un démenti à ce sujet. Le règlement autorise seulement 1 millimètre d'usure et il est dit que les soi-disant blocs magiques le réduisent au minimum. Cependant, cette théorie n'est pas conforme aux pratiques actuelles du sport automobile. En parlant aux médias, un expert a observé: la gestion de l'usure des planches et des blocs de protection est une partie fondamentale de l'approche de chaque équipe, car elles doivent configurer leur voiture pour tirer le meilleur parti des canaux Venturi. Et cela est vrai dans le sens où toutes les voitures essaient de courir aussi basse que possible pour exploiter au maximum les canaux Venturi et générer plus de charge. Cependant, elles doivent évidemment essayer de rester dans le cadre du règlement. La FIA a introduit une directive technique pour assurer le respect des normes sur l'usure des patins, ceci au Brésil, qu'en contrôlant non seulement les points désignés, mais aussi les zones adjacentes. En parlant aux médias, un analyste technique a déclaré: pour cette raison, la fédération a introduit une directive spécifique qui impose de vérifier la conformité de l'usure des patins, non seulement aux points désignés, qui sont les points où se trouvent les blocs en titane, mais aussi dans les zones adjacentes, afin d'éviter que les équipes usent davantage les supports en titane, tout en restant conformes aux normes. En somme, qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis le Brésil? Ils ont commencé à vérifier l'usure du patin, non seulement aux points où se trouvent les capteurs, où se trouvent les plaques en titane, et donc les contrôles sont effectués, mais aussi aux points adjacents. Et c'est là qu'ils sont devenus plus stricts dans l'analyse de l'usure du patin, et sur ce point que la McLaren avait un peu plus de mal par rapport aux autres équipes exploitant davantage le fond et le planck, l'usant à des endroits où peut-être aucun contrôle n'était effectué. Et à ce sujet, étant plus et fragile, la McLaren, si l'on veut, souffre davantage des conséquences de cette directive technique qui, attention, une directive technique ne modifie pas le règlement. Elle soutient un point du règlement qui est déjà écrit. C'est une chose importante à se rappeler. Elle soutient un point du règlement, elle n'introduit pas un nouveau point dans le règlement lui-même. Et c'est ce qui s'est passé au Brésil. En somme, les contrôles seront renforcés en examinant d'autres zones du planck adjacentes au point de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas cette usure excessive du patin. Donc attention, nous verrons certainement une McLaren un peu plus haute dans les prochaines courses qui générera moins de charge et sera donc inévitablement moins performante que la McLaren que nous avons vue jusqu'à présent. Et c'est un point en faveur de Max Verstappen. Peu mais certain, Fernando Alonso déteste cette AMR 25. On en a aussi parlé hier, mais Alonso a déclaré: je vais considérer ces courses comme une fête, parce que nous n'utiliserons plus cette voiture ni cette monoplace en course. En somme, on peut dire qu'Alonso n'aime pas du tout la MR25, donc il ne veut plus la conduire. Et entre lui et Leclerc, je ne sais pas lequel des deux déteste le plus cette voiture et aussi ce championnat. Attention à Charles, les dernières rumeurs disent que dans les 3 à 4 premières courses, il évaluera la performance de Ferrari en 2026. Si elle n'est pas compétitive, il envisagera sérieusement l'option Aston Martin, probablement à la place de Fernando Alonso, mais nous verrons. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo, des déclarations de Vasseur aux déclarations de Hamilton, la question du Mexique de McLaren, et aussi les mises à jour de 2025 entre Red Bull et McLaren, et aussi bien sûr la question de la directive technique introduite au Brésil. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici Rasta, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.